en 1555, dans une imprimerie de Lyon, sortaient des presses les premiers exemplaires d'un ouvrage qui allait tenter la mémoire collective française pendant près de 5 siècles. Son auteur, un médecin provençal du nom de Michel de Nostredame, ignorait sans doute que ces quatrains cryptiques feraient trembler des générations entières de lecteurs, des rois jusqu'aux paysans, des inquisiteurs jusqu'aux révolutionnaires. Ce que contiennent ces pages jaunies par le temps dépasse l'entendement ordinaire. Des manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale de France révèlent des annotations marginales de Catherine de Médicis elle-même, preuve que la couronne prenait ses prédictions au sérieux. Mais ce que l'on sait moins, c'est que parmi les 942 quatrains des centuries, plusieurs dizaines concernent exclusivement le destin tragique de la France, sa chute, ses déchirements, et peut-être sa fin définitive. Dans les archives de l'Inquisition conservées au Vatican, on trouve trace d'une enquête ouverte contre Nostradamus en 1561. Les inquisiteurs s'inquiétaient de ses méthodes divinatoires, qu'ils soupçonnaient de relever de la nécromancie plutôt que de l'astrologie licite. L'homme utilisait, selon les témoignages de l'époque, un bassin rempli d'eau et d'encre, dans lequel il contemplait des visions nocturnes. Il brûlait des herbes aromatiques, dont certaines, comme la muscade, en grande quantité, provoquaient des états de conscience altérés. Ces pratiques, héritées des oracles antiques de Delphes et de Didymès, lui permettaient prétendument d'accéder à ce qu'il appelait la fureur poétique, cet état de transe où le voile du temps se déchire. Le Vatican fit classer l'affaire sans suite, probablement sous la pression de la reine-mère qui protégeait son astrologue favori. Michel de Nostredame naquit le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence, dans une famille juive récemment convertie au catholicisme. Ses ancêtres avaient été chassés du royaume par Philippe le Bel et s'étaient réfugiés dans les terres papales autour d'Avignon. Cette origine marane, comme on désignait alors les Juifs convertis, marqua profondément sa vision du monde. Il grandit entre 2 cultures, entre 2 religions, entre 2 manières de concevoir le sacré et le profane. Son grand-père maternel, médecin et érudit, lui transmit très tôt les rudiments de l'hébreu, du latin et du grec, ainsi qu'une fascination pour les étoiles qui ne le quitta jamais. Dès l'âge de 12 ans, le jeune Michel manifestait des talents singuliers. On raconte qu'il guérit un voisin âgé en prescrivant un remède dont il ne pouvait rationnellement connaître l'existence. Ce premier miracle lui valut autant d'admiration que de méfiance. Après des études à Avignon, puis à la prestigieuse faculté de médecine de Montpellier, où il fut rapidement expulsé pour avoir exercé le métier manuel d'apothicaire, Nostradamus parcourut la France et l'Italie pendant près de 15 années. Cette errance coïncida avec les grandes épidémies de peste qui ravageaient l'Europe. Il soigna les malades à Marseille, à Aix-en-Provence, à Lyon, à Bordeaux, développant des remèdes à base de plantes qui lui valurent une réputation de guérisseur miraculeux. C'est durant cette période qu'il perdit sa première épouse et ses 2 enfants, emporté par le fléau qu'il combattait. Cette tragédie personnelle le transforma. L'homme de science se mua progressivement en prophète, convaincu que les catastrophes qui frappaient l'humanité n'étaient pas le fruit du hasard, mais l'accomplissement d'un dessein supérieur qu'il lui appartenait de déchiffrer. En 1547, il s'installa définitivement à Salon de Provence, dans une maison au pied du château de Lampéry que l'on peut encore visiter aujourd'hui. Il épousa une jeune veuve, Anne Ponsard,
qui lui donna 6 enfants. C'est dans le cabinet de travail de cette demeure, au dernier étage, qu'il rédigea l'essentiel de ses prophéties. La pièce, selon les descriptions de l'époque, contenait un astrolabe, des cartes du ciel, des grimoires anciens, et ce fameux bassin de bronze dans lequel il scrutait l'avenir. Il travaillait principalement la nuit, quand le silence de la ville endormie lui permettait d'atteindre l'état de concentration nécessaire à ses visions. Ses proches rapportaient qu'il entrait parfois dans des transes qui duraient plusieurs heures, au terme desquelles il griffonnait fébrilement des vers incompréhensibles. La structure même des centuries témoigne d'une volonté délibérée d'obscurcissement. Nostradamus écrivait dans un mélange de vieux français, de latin, de grec et de provençal, utilisant des anagrammes, des métaphores et des allusions que seuls des initiés pouvaient décoder. Cette obscurité n'était pas accidentelle. Dans sa préface, adressée à son fils César, il explique avoir voulu protéger ces révélations des profanes tout en les préservant pour les générations futures qui sauraient les interpréter au moment opportun. Il craignait également l'Inquisition, bien que l'astrologie ne fût pas officiellement condamnée comme hérétique. Les prophéties touchant aux affaires de l'Église et de la royauté pouvaient cependant lui valoir de sérieux ennuis. Ce qui frappe l'historien qui se penche sur les centuries, c'est l'omniprésence de la France dans ses visions apocalyptiques. Nostradamus ne se contentait pas de prédire des événements ponctuels. Il esquissait une vaste fresque où la nation française occupait une place centrale, tantôt glorieuse, tantôt tragique, mais toujours déterminante pour le destin de l'humanité. Les quatrains évoquent des rois décapités, des villes en flammes, des invasions venues d'Orient, des guerres civiles qui déchireraient le royaume pendant des siècles. Ils parlent de Paris détruite, de la Seine rougie de sang, de cathédrales profanées et de trésors dispersés. Ils annoncent la chute de dynasties, l'avènement de tyrans et, peut-être, la fin définitive de ce que la France avait représenté. La question qui se pose alors est vertigineuse. Ces quatrains ne sont-ils que les divagations d'un esprit malade, ou renferment-ils véritablement la clé de notre avenir collectif? Le premier quatrain, qui fit trembler la cour de France, fut publié 4 années avant l'événement qu'il semblait annoncer. Catherine de Médicis, épouse du roi Henri II, le découvrit dans l'édition de 1555 et en fut si troublée qu'elle convoqua immédiatement l'astrologue provençal à Paris. Le texte disait ceci: « Le lion jeune, le vieux surmontera, en chant bellique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera, 2 classes une, puis mourir mort cruel. » La reine, passionnée d'occultisme et de sciences divinatoires, pressentit qu'il s'agissait de son époux. Elle n'avait pas tort. Le 30 juin 1559, lors d'un tournoi organisé pour célébrer la paix de Cateau-Cambrésis, Henri II affronta le jeune comte Gabriel de Montgomery. Au second assaut, la lance de ce dernier se brisa contre le heaume doré du souverain et un éclat lui transperça l'œil gauche. Après 10 jours d'agonie atroce, le roi mourut le 10 juillet. Cette prédiction accomplie avec une précision stupéfiante établit définitivement la réputation de Nostradamus. Les détails concordèrent de manière troublante. Montgomery portait un lion sur ses armoiries, ce qui en faisait le lion jeune face au roi vieillissant. Le chant bellique désignait la lise du tournoi. Le singulier duel évoquait le combat en face à face, et la cage d'or n'était autre que le heaume royal. Quant aux 2 classes une, certains exégètes y voient une allusion aux 2 éclats de lance qui fusionnèrent en un seul projectile mortel. Les sceptiques objectent que cette interprétation fut construite après coup.
que les termes employés restent suffisamment vagues pour s'appliquer à de nombreuses situations. Mais comment expliquer que personne à l'époque ne fit le rapprochement avant que l'événement ne se produise, alors que le quatrain avait été publié et largement diffusé depuis 4 ans? La mort d'Henri II ouvrit une période de trouble que Nostradamus avait également entrevue. Ces quatrains annonçaient des guerres civiles déchirantes, des frères se dressant contre des frères, du sang coulant dans les rues des villes françaises. Les guerres de religion qui ravagèrent le royaume pendant plus de 30 ans, opposant catholiques et protestants, semblent correspondre à ces visions. Le massacre de la Saint-Barthélemy, en août 1572, 6 années après la mort de Nostradamus, fit plusieurs milliers de victimes huguenotes dans Paris, avant de s'étendre aux provinces. Les témoignages de l'époque décrivent des scènes d'horreur où la Seine charriait des cadavres, où les rues étaient jonchées de corps mutilés, où des familles entières furent exterminées par leurs voisins. Plusieurs quatrains semblent faire écho à ces atrocités avec une précision qui donne le vertige. Mais c'est un autre quatrain qui allait traverser les siècles et faire de Nostradamus le prophète de la Révolution française. Le 9e quatrain de la 9e centurie reste aujourd'hui l'un des plus étudiés et des plus controversés. De nuit viendra par la forêt de Rennes, deux par Voltorte herne la pierre blanche, le moine noir en gris dedans Varennes, élu cap-cause tempête feu sans tranche. Tout semble y être. La fuite nocturne de Louis XVI et Marie-Antoinette en juin 1791. Leur passage par la forêt de la Reine, située exactement entre Sainte-Menehould et Varennes. L'arrestation du roi dans cette bourgade dont le nom apparaît explicitement. Le terme moine utilisé par Nostradamus pour désigner habituellement les monarques, l'élu Cap, qui peut se lire comme une référence aux Capétiens, et la fin du quatrain annonce sans ambiguïté le sort qui attendait le souverain, tempête politique, feu révolutionnaire, sang versé, tranche de la guillotine. Les historiens rationalistes s'efforcent de déconstruire cette interprétation. Ils soulignent que Varennes était une petite ville connue à l'époque de Nostradamus, que la forêt de la Reine existait déjà, que le terme capétien était employé pour désigner la dynastie régnante. Selon eux, Nostradamus aurait simplement combiné des éléments géographiques et politiques de son temps, sans intention prophétique réelle. Ils rappellent également que la chercheuse Chantal Liarouzos a démontré en 1986 que plusieurs enfilades toponymiques des centuries provenaient directement du Guide des chemins de France, de Charles Estienne, un ouvrage routier contemporain de Nostradamus. Le prophète aurait donc puisé dans des sources géographiques accessibles plutôt que dans des visions surnaturelles. Pourtant, l'accumulation des coïncidences trouble même les esprits les plus cartésiens. Comment expliquer que tant de détails concordent, que la séquence des événements corresponde si précisément au texte, que le nom de Varennes apparaisse noir sur blanc, 2 siècles avant qu'un roi n'y soit arrêté? Les archives de la Bibliothèque nationale conservent les éditions originales des Centuries, authentifiées par des experts en bibliographie ancienne. Aucune falsification postérieure n'a pu être démontrée pour ce quatrain particulier. Il figure bien dans les éditions publiées du vivant de Nostradamus, ou peu après sa mort, bien avant que Louis XVI ne naisse ou que la Révolution ne soit même concevable. La Révolution française, elle-même, semble avoir hanté les visions du prophète provençal. Plusieurs quatrains évoquent une période de chaos, où l'ordre ancien s'effondre, où les têtes des puissants roulent, où le peuple se soulève contre ses maîtres.
L'un d'eux parle de sang versé par les nouveaux sacrifices, de prêtres persécutés, de temples profanés. Un autre mentionne une machine nouvelle qui fait périr les grands de manière expéditive, ce que certains interprètent comme une allusion à la guillotine, invention qui ne verrait le jour qu'en 1792. D'autres encore décrivent Paris livré aux flammes, au pillage, aux exécutions sommaires, tableau qui correspond aux journées révolutionnaires les plus sanglantes. Le secrétaire de Nostradamus, Jean-Aimé de Chavigny, publia après la mort de son maître un ouvrage intitulé « La première face du Janus François », dans lequel il interprétait les quatrains à la lumière des troubles, guerres civiles et autres choses mémorables advenues en France depuis 1533 jusqu'en 1589. Chavigny affirmait que Nostradamus avait prévu l'intégralité des guerres de religion, l'assassinat d'Henri III, l'avènement d'Henri IV. Ce témoignage direct d'un proche du prophète accrédite l'idée que les centuries n'étaient pas de simples exercices littéraires, mais de véritables tentatives de déchiffrer l'avenir. Reste la question fondamentale que se posent tous ceux qui étudient sérieusement ces textes. Nostradamus voyait-il réellement l'avenir, ou construisait-il des énigmes suffisamment ambiguës pour s'appliquer à n'importe quelle époque troublée? La France a connu tant de révolutions, de guerres civiles, de rois assassinés, de villes incendiées, qu'il suffirait de formuler des prédictions vagues sur ces thèmes pour finir par tomber juste. Mais cette explication ne rend pas compte de la précision de certains quatrains, de l'apparition de noms propres, de lieux exacts, de circonstances particulières qui ne pouvaient être devinées par le simple calcul des probabilités. Ce qui est certain, c'est que la France occupe dans les centuries une place singulière, comme si le destin de cette nation était intimement lié au destin de l'humanité tout entière. Parmi les 942 quatrains qui composent les centuries, un nombre considérable mentionne explicitement la figure d'un empereur qui naîtrait près de l'Italie et dont le règne coûterait cher à l'Europe. Le 60e quatrain de la première centurie est sans doute le plus troublant à cet égard. Un empereur naîtra près d'Italie, qui à l'Empire sera vendu bien cher. Diront avec quels gens il se rallie, qu'on trouvera moins prince que boucher. Les exégètes y reconnaissent unanimement Napoléon Bonaparte, né en 1769 à Ajaccio, en Corse, île qui avait appartenu à Gênes jusqu'à l'année précédant sa naissance. L'expression « près d'Italie » prend alors tout son sens, puisque la Corse se situe géographiquement plus proche de la péninsule italienne que du continent français. Quant au terme « boucher », il évoque sans détour les millions de morts que les guerres napoléoniennes allaient provoquer à travers l'Europe. Les spécialistes de Nostradamus ont relevé d'autres correspondances saisissantes. L'expression « vendu bien cher » fait référence, selon certains, au traité par lequel les Génois cédèrent la Corse à la France en échange d'une présence militaire française et du remboursement de leurs dettes. Napoléon fut donc littéralement vendu avant même de naître. Le prénom même de Bonaparte recèle une étrangeté que les Nostradamiens n'ont pas manqué de souligner. Napoléon serait une déformation du nom Anaboulione, qui renverrait selon les érudits à Saint Nicolas, patron des bouchers dans certaines régions d'Europe. Coïncidence troublante ou indice supplémentaire de la prescience du prophète provençal. D'autres quatrains semblent dessiner avec précision la trajectoire fulgurante puis la chute brutale de l'empereur des Français. L'un d'eux évoque une grande armée traversant les montagnes, expression qui anticipe de plus de 2 siècles le nom officiel que porteraient les troupes napoléoniennes.
Un autre parle d'un aigle volant trop près du soleil et précipité dans les glaces, métaphore que l'on peut appliquer à la désastreuse campagne de Russie de 1812, où la Grande Armée fut décimée par le froid et les Cosaques. Un troisième mentionne une île de captivité, où l'aigle déchu finirait ses jours. Possible allusion à Sainte-Hélène, où Napoléon mourut en exil en 1821. La figure de Napoléon n'est pas la seule à émerger des brumes prophétiques. Le XXe siècle, avec ses 2 guerres mondiales, semble également avoir été entrevu par le mage de Salon. Plusieurs quatrains évoquent des conflits d'une ampleur sans précédent, des armes nouvelles capables de détruire des cités entières, des feux tombant du ciel avec une violence inouïe. Le 91e quatrain de la 2e centurie frappe particulièrement l'imagination. Soleil, levant un grand feu, l'on verra. Bruit et clarté vers Aquilon tendant. Dedans le rond mort, écrit l'on aura. Par glaive, feu fin mort, les attendant. Les interprètes y reconnaissent l'explosion atomique d'Hiroshima en août 1945. Le pays du soleil levant désigne traditionnellement le Japon. Le grand feu visible depuis l'Union soviétique située au nord, l'Aquilon des anciens, correspondrait aux champignons nucléaires dont la clarté fut aperçue à des centaines de kilomètres. Le rond évoque la forme caractéristique de l'explosion, et les morts, les cris, le glaive, le feu et la faim résument tragiquement le sort des survivants irradiés. Mais c'est sans doute la figure d'un tyran venu des profondeurs de l'Europe occidentale qui a le plus marqué les lecteurs du XXe siècle. Un quatrain célèbre annonce qu'un jeune enfant naîtra de pauvres gens au fond de l'ouest de l'Europe, que celui-ci séduira par sa langue une grande troupe et que sa gloire augmentera vers le royaume d'Orient. Les Nostradamiens y voient Adolf Hitler, né en 1889 en Autriche, dans une famille modeste, devenu le plus grand tribun de son époque, dont les armées s'étendirent jusqu'aux confins de la Russie. D'autres quatrains mentionnent un personnage désigné par le nom cryptique d'Hister, que beaucoup considèrent comme une anagramme imparfaite d'Hitler, bien que ce terme désigne également le cours inférieur du Danube, en latin classique. Les 2 guerres mondiales auraient ainsi été prévues par Nostradamus avec une précision variable mais troublante. Des quatrains évoquent des batailles aériennes, des villes rasées par le feu, des populations déplacées par millions, des atrocités commises au nom d'idéologies meurtrières. L'un d'eux mentionne une croix tordue, symbole que l'on peut rapprocher de la croix gammée nazie. Un autre parle de persécution contre un peuple ancien, dispersé à travers les nations, possible référence à la Shoah. Un troisième décrit Paris occupé par des forces étrangères venues de l'Est, situation qui correspond à l'occupation allemande de 1940 à 1944. La défaite de 1940 semble avoir été anticipée avec une acuité particulière. Un quatrain évoque une grande avenue triomphale par laquelle défileraient les vainqueurs, image qui correspond aux troupes allemandes remontant les Champs-Élysées en juin 1940. Il convient de rappeler que cette avenue n'existait pas encore à l'époque de Nostradamus, ce qui rend la coïncidence d'autant plus remarquable. D'autres vers décrivent un chef français fuyant vers le sud tandis que le nord du pays tombe aux mains de l'ennemi. Tableau qui correspond à l'exode de juin 1940 et à l'installation du gouvernement à Vichy. Les sceptiques objectent que ces interprétations sont construites rétrospectivement, que l'on fait correspondre les quatrains aux événements une fois ceux-ci survenus, et que la même méthode permettrait de faire dire n'importe quoi à ces textes volontairement obscurs.
Ils ont partiellement raison. La clairvoyance, rétrospective, est un biais cognitif bien documenté qui consiste à trouver des preuves de prédiction uniquement après que les événements se sont produits. Le langage symbolique et ambigu de Nostradamus se prête particulièrement bien à ce type de réinterprétation continue. Cependant, certains Nostradamiens sérieux ont tenté l'expérience inverse. Ils ont analysé les quatrains, non encore interprétés, pour tenter de prédire des événements futurs. Les résultats sont mitigés, mais quelques succès ont été revendiqués. En 1999, la parution du film documentaire d'Orson Welles, intitulé « L'homme qui a vu demain », avait attiré l'attention sur un quatrain annonçant une catastrophe à New York impliquant de grands oiseaux de métal. 2 ans plus tard, les attentats du 11 septembre 2000 frappèrent les tours jumelles du World Trade Center. Toutefois, il fut démontré par la suite qu'une partie des vers circulant après les attentats étaient des faux, rédigés par un étudiant canadien pour prouver qu'il était facile de fabriquer du Nostradamus crédible. Ce qui demeure indéniable, c'est que les Centuries continuent d'exercer une fascination intacte sur des millions de lecteurs à travers le monde. Chaque crise majeure, chaque conflit, chaque catastrophe naturelle relance les spéculations sur les prédictions du prophète provençal. Et parmi toutes les nations évoquées dans son œuvre, la France reste celle dont le destin semble le plus minutieusement détaillé, comme si Nostradamus avait voulu léguer à ses compatriotes un avertissement particulier sur les épreuves qui les attendaient. Les quatrains qui concernent spécifiquement Paris forment un ensemble particulièrement sombre dans l'œuvre de Nostradamus. La capitale française apparaît à de nombreuses reprises sous différentes appellations, tantôt nommée directement, tantôt désignée par des périphrases comme la Grande Cité ou la Cité Neuve. Et presque toujours, ces évocations s'accompagnent de visions de destruction, d'incendies, de massacres et de désolation. Le prophète provençal semblait nourrir une fascination morbide pour le destin tragique de cette ville qu'il avait visitée en 1556 à l'invitation de Catherine de Médicis et dont il avait pressenti qu'elle serait le théâtre de catastrophes sans précédent. L'un des quatrains les plus explicites et les plus terrifiants figure dans la 6e centurie. Il décrit Paris avec une précision glaçante. La grande cité sera bien désolée. Des habitants pas un seul n'y demeurera. Murs, sexe, temples et vierges violées, par fer, feu, peste, canon, le peuple mourra. Cette vision apocalyptique dépasse les calamités ordinaires que pouvait imaginer un homme du XVIe siècle. Nostradamus ne parle pas d'une simple épidémie ou d'un siège militaire classique. Il décrit l'anéantissement total d'une métropole, la disparition de l'ensemble de sa population, la profanation de ses édifices religieux, le viol systématique, la mort par toutes les formes possibles. Aucun habitant ne survivrait à cette catastrophe. La formulation est sans ambiguïté et laisse peu de place à l'interprétation symbolique. D'autres quatrains complètent ce tableau d'horreur. L'un d'eux évoque des soldats logés aux alentours de la grande ville, dans les champs et à l'intérieur des faubourgs, avant de donner l'assaut. Un autre mentionne une incitation venue de Rome, comme si un conflit religieux ou politique impliquant le Vatican devait précéder ou accompagner la destruction de Paris. Un troisième parle de grands pillages sur terre et sur mer, suggérant que la catastrophe parisienne s'inscrirait dans un contexte de guerre généralisée, touchant l'ensemble du territoire français et au-delà. La convergence de ces différents quatrains dessine un scénario cohérent, bien que terrifiant.
Les historiens ont tenté de faire correspondre ces prédictions à des événements passés. Le siège de Paris par Henri IV en 1590, durant lequel la population affamée en fut réduite à manger des rats et du cuir bouilli, pourrait constituer une première réalisation partielle. La Commune de Paris, en 1871, avec ses incendies, ses exécutions sommaires et la répression sanglante qui s'ensuivit, offre une autre correspondance possible. L'occupation allemande de 1940 à 1944, bien que relativement épargnante pour la ville elle-même, s'accompagna de déportations massives et de persécutions. Mais aucun de ces événements ne correspond véritablement à l'ampleur de la destruction décrite par Nostradamus. Certains exégètes en concluent que la grande catastrophe parisienne, annoncée dans les Centuries, ne s'est pas encore produite. Elle appartiendrait à notre avenir plutôt qu'à notre passé. Cette hypothèse soulève évidemment des questions vertigineuses. De quelle nature serait cette destruction totale, capable d'anéantir une métropole de plusieurs millions d'habitants? Une guerre nucléaire pourrait correspondre à cette description, avec ses radiations mortelles, ses incendies dévastateurs et sa capacité à rendre une zone inhabitable pour des décennies. Une attaque chimique ou biologique de grande ampleur constituerait une autre possibilité. Certains Nostradamiens plus audacieux évoquent même une catastrophe naturelle d'origine cosmique, comme la chute d'un astéroïde ou une éruption volcanique majeure. Le 72e quatrain de la 10e centurie a longtemps été considéré comme la clé de voûte de ces prophéties apocalyptiques. Il mentionne explicitement une date, l'an 1009, 190, 9-7 mois. Du ciel viendra un grand roi défrayeur, ressusciter le grand roi d'Angolmois, après Mars régné par bonheur. Cette rare indication temporelle précise provoqua une vague de terreur à l'approche de juillet 1999. Le couturier Paco Rabanne, passionné d'ésotérisme, prédit publiquement la chute de la station spatiale Mir sur Paris et la destruction de plusieurs grandes villes du sud de la France. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Des millions de personnes s'inquiétèrent. Certaines quittèrent même la capitale pour se réfugier en province. Rien ne se produisit. L'été 1999 s'écoula sans catastrophe majeure, si l'on accepte une éclipse totale de soleil visible depuis la France, le 11 août. Les détracteurs de Nostradamus triomphèrent, arguant que cette prédiction datée avait été définitivement réfutée par les faits. Les défenseurs du prophète répliquèrent que l'interprétation du quatrain avait été erronée, que le roi défrayeur ne désignait pas nécessairement un objet tombant du ciel, mais peut-être un événement politique ou spirituel, dont la signification n'apparaîtrait que plus tard. Certains firent remarquer que les attentats du 11 septembre 2001, survenus 2 ans après la date annoncée, correspondaient mieux à l'idée d'une terreur venue du ciel. Le débat reste ouvert. La question de la fiabilité des dates dans les Centuries mérite d'être approfondie. Sur les 942 quatrains, seule une poignée contient des indications temporelles et explicites. Nostradamus lui-même expliquait dans sa préface avoir volontairement évité de dater ses prophéties pour ne pas effrayer ses contemporains et pour laisser aux générations futures le soin de reconnaître les événements annoncés au moment où ils se produiraient. Cette stratégie d'obscurcissement délibéré rend évidemment toute vérification scientifique impossible. Comment réfuter une prédiction qui ne précise ni quand, ni où elle doit se réaliser? Les manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale de France
et à la bibliothèque Méjanes d'Aix-en-Provence permettent cependant d'établir certaines certitudes. Les éditions originales des Centuries, publiées entre 1555 et 1568, sont authentiques et n'ont pas été falsifiées ultérieurement. Les quatrains que nous lisons aujourd'hui sont bien ceux que Nostradamus rédigea il y a près de 5 siècles. Cette authenticité textuelle ne prouve évidemment pas la véracité des prophéties, mais elle écarte l'hypothèse de fabrication postérieure destinée à accréditer rétrospectivement le prophète. Ce qui frappe également l'observateur attentif, c'est la tonalité générale des quatrains concernant la France. Nostradamus ne prédit pas seulement des catastrophes ponctuelles suivies de périodes de prospérité. Il dessine une trajectoire globalement descendante, comme si le destin de la nation française était marqué par un déclin inexorable, ponctué de sursauts tragiques. Les rois meurent de morts violentes, les révolutions se succèdent, les guerres étrangères et civiles ravagent le territoire, les invasions se multiplient, et la grande cité finit par être anéantie. Cette vision sombre contraste avec l'optimisme de la Renaissance, dans laquelle vivait Nostradamus, et témoigne peut-être d'une lucidité prophétique sur la fragilité des empires et des civilisations. Que penser alors de ces avertissements venus du fond des âges? Faut-il les prendre au sérieux ou les reléguer au rang des superstitions médiévales? Pour comprendre véritablement les prophéties de Nostradamus, il convient d'examiner les méthodes qu'il employait pour accéder à ces visions. Le prophète lui-même a laissé des indications précieuses dans les préfaces de ses ouvrages et dans sa correspondance, documents conservés aujourd'hui dans diverses archives françaises et européennes. Ces témoignages de première main révèlent un homme partagé entre la rationalité scientifique de son époque et une fascination irrépressible pour les arts divinatoires hérités de l'Antiquité. Nostradamus ne se considérait pas comme un magicien ou un sorcier, mais comme un astrophile, terme qu'il préférait à celui d'astrologue et qui signifie littéralement « ami des étoiles ». Dans sa préface adressée à son fils César, datée du 1er mars 1555, Nostradamus décrit avec une précision inhabituelle le processus par lequel ces visions lui parvenaient. Il évoque d'abord une longue inspiration mélancolique, état psychologique particulier que la médecine de son temps associait à la bile noire et qui prédisposait, selon les théories humorales, à la contemplation et à la divination. Cette mélancolie n'était pas une tristesse ordinaire, mais une disposition de l'âme qui permettait de s'élever au-dessus des préoccupations terrestres pour accéder à des réalités supérieures. Les grands génies de la Renaissance, de Michel-Ange à Dürer, étaient réputés mélancoliques, et cette caractéristique était considérée comme un signe d'élection divine plutôt que comme une pathologie. Nostradamus mentionne ensuite plusieurs techniques divinatoires qu'il aurait employées simultanément ou successivement. La première est celle de l'oracle de Delphes, qu'il appelle le subtil esprit du feu. Dans l'Antiquité grecque, la Pythie de Delphes rendait ses oracles après avoir inhalé des vapeurs sulfureuses s'échappant d'une faille dans le sol du temple d'Apollon. Ces émanations provoquaient un état de transe durant lequel la prêtresse prononçait des paroles incohérentes que les prêtres interprétaient ensuite. Nostradamus semble avoir reproduit ce procédé en brûlant des herbes aromatiques et des résines dont les fumées altéraient sa conscience. Parmi ces substances, on cite la muscade, le laurier, la sauge et peut-être des plantes plus puissantes dont les noms ne nous sont pas parvenus. La seconde technique mentionnée est celle de l'oracle de Didymos,
qui utilisait l'eau comme médium de divination. Cette pratique, appelée hydromancie ou catoptromancie selon les variantes, consistait à fixer intensément la surface d'un liquide jusqu'à ce que des visions apparaissent. Nostradamus possédait un bassin de bronze rempli d'eau mêlée d'encre noire, dans lequel il scrutait l'avenir pendant de longues heures nocturnes. Le premier quatrain de la première centurie fait directement allusion à cette pratique. Étant assis de nuit secrète étude, seul reposé sur la selle d'airain, flambe exiguë sortant de solitude, fait prospérer qui n'est à croire vain. Le prophète se représente ainsi dans son cabinet de travail, assis sur un trépied de bronze semblable à celui des oracles antiques, contemplant une petite flamme qui illumine sa solitude et fait surgir des visions prophétiques. Un ouvrage ésotérique, publié à la fin du XIXe siècle par l'occultiste Sédir, affirme que Nostradamus n'était point astrologue, mais bien voyant, et que toutes ses prophéties lui furent présentées dans le miroir. Cette assertion, bien que tardive, correspond aux descriptions que le prophète lui-même donnait de sa pratique. La surface noire et réfléchissante de l'eau ancrée fonctionnait comme un miroir magique dans lequel des images du futur se manifestaient à l'esprit préparé du voyant. Cette technique était répandue dans les milieux occultistes de la Renaissance et se rattachait à des traditions remontant à l'Égypte ancienne et à la Chaldée. L'astrologie constituait cependant le fondement théorique sur lequel Nostradamus construisait ses interprétations. Il possédait une connaissance approfondie des mouvements planétaires et des configurations célestes qu'il calculait à l'aide d'éphémérides et de tables astronomiques. Son approche relevait de ce qu'on appelait alors l'astrologie judiciaire, c'est-à-dire l'art de juger de l'avenir d'après la position des astres à des moments significatifs comme les naissances, les couronnements ou les éclipses. Nostradamus comparait les configurations célestes futures avec celles qui avaient accompagné des événements passés connus, méthode que les spécialistes appellent l'horoscopie comparative. Si une certaine disposition des planètes avait coïncidé avec une guerre ou une épidémie dans le passé, une disposition similaire dans le futur annoncerait des événements comparables. Les astrologues professionnels de son temps critiquèrent sévèrement les compétences techniques de Nostradamus. Lorenz Widel, astrologue lyonnais, publia en 1558 un pamphlet cinglant dans lequel il démontrait les erreurs de calcul et les approximations grossières qui émaillaient les almanachs du prophète provençal. Selon Widel, Nostradamus ne maîtrisait pas correctement les techniques d'interpolation nécessaires pour déterminer la position exacte des planètes à un moment donné. Il se contentait de recopier les données des éphémérides sans les adapter aux méridiens de référence ni à l'heure précise qui l'intéressait. Ces critiques, techniquement fondées, n'empêchèrent pas le succès populaire des Century, preuve que la réputation de Nostradamus reposait sur autre chose que sa rigueur mathématique. Les sources livresques du prophète ont également été identifiées par les chercheurs modernes. L'historien Pierre Brindamour a démontré que de nombreux quatrains paraphrasaient des textes antérieurs, notamment le Mirabilis Liber publié en 1522. Ce recueil de prophéties anciennes rassemblait des textes attribués à la Sibylle de Tibur, à Joachim de Flore, à Savonarole et à d'autres visionnaires médiévaux. Nostradamus y puisait abondamment, reformulant en quatrain français des prédictions apocalyptiques déjà existantes. Le livre de Lestat et Mutation des temps de Richard Roussat, publié en 1549, constituait une autre source majeure, notamment pour les calculs de cycles historiques
qui structurait la vision nostradamienne de l'avenir. Cette dimension compilatoire de l'œuvre n'en diminue pas nécessairement la portée prophétique. Nostradamus lui-même ne prétendait pas être le seul canal des révélations divines. Il s'inscrivait dans une tradition millénaire de prophétisme qu'il contribuait à perpétuer et à enrichir, en réinterprétant des textes anciens à la lumière de son propre temps et de ses propres visions. Il leur conférait une actualité nouvelle et les transmettait aux générations futures sous une forme renouvelée. Les prophéties bibliques, elles-mêmes, procédaient de cette manière, chaque prophète reprenant et développant les oracles de ses prédécesseurs. Ce qui distinguait Nostradamus de ses sources, c'était sa capacité à ancrer des visions universelles dans des contextes géographiques et historiques précis. Les prophéties médiévales parlaient de catastrophes génériques, de guerres et de pestes indifférenciées. Les quatrains des Centuries mentionnent des villes, des régions, des personnages identifiables. Cette précision, même relative, permettait une appropriation plus intime par les lecteurs français qui reconnaissaient dans ces textes leur propre pays et leur propre histoire. La relation entre Nostradamus et la couronne de France constitue l'un des chapitres les plus fascinants de cette histoire. Lorsque Catherine de Médicis découvrit les premiers quatrains, publiés en 1555, elle fut immédiatement saisie d'une inquiétude profonde. Cette princesse florentine, élevée dans une cour où l'astrologie et les sciences occultes occupaient une place prépondérante, possédait une sensibilité particulière aux présages. Elle avait grandi entourée de devins, de fabricants de talismans et de lecteurs d'horoscopes. Les Médicis consultaient systématiquement les astres avant toute décision importante, qu'il s'agisse de conclure un mariage, de signer un traité ou de partir en guerre. Catherine perpétua cette tradition à la cour de France, où elle introduisit de nombreux astrologues italiens. La rencontre entre la reine et le prophète eut lieu à Paris durant l'été 1556. Nostradamus fit le voyage depuis Salon de Provence dans un état d'anxiété considérable. Il craignait que sa convocation ne fût un piège, que l'Inquisition ou les ennemis qu'il s'était faits parmi les astrologues officiels ne profitent de sa présence à la cour pour l'accuser d'hérésie ou de sorcellerie. Ces craintes n'étant pas infondées. Plusieurs devins avaient été poursuivis et condamnés pour avoir prédit la mort de souverains ou annoncé des catastrophes qui menaçaient l'ordre établi. Prédire l'avenir d'un roi pouvait être interprété comme une tentative de hâter sa mort par des moyens magiques. Mais Catherine le reçut avec tous les honneurs. Elle l'installa dans les appartements de l'archevêque de Sens, lui accorda plusieurs audiences non privées et lui remit une bourse de 100 écus d'or, somme considérable pour l'époque. Le couple royal, Henri II et Catherine, le reçut ensuite au palais des Tournelles, où le prophète fut interrogé sur la signification de certains quatrains qui semblaient concerner la famille royale. Nostradamus resta évasif, comme à son habitude, mais la reine en conçut une admiration durable. Elle lui demanda de dresser les horoscopes de ses 7 enfants, tâche qu'il accomplit avec une prudence extrême, évitant de révéler les aspects les plus sombres de ce qu'il prétendait avoir découvert. 3 ans plus tard, la mort tragique d'Henri II, lors du tournoi de juin 1559, transforma définitivement le statut de Nostradamus. Le quatrain annonçant qu'un jeune lion crèverait les yeux d'un vieux lion dans une cage d'or fut immédiatement rapproché de l'accident. La rumeur se répandit que le prophète provençal avait prévu la catastrophe, qu'il avait même tenté d'avertir le roi, mais que celui-ci n'avait pas voulu l'écouter. Cette légende, probablement exagérée,
contribua à établir la réputation surnaturelle de Nostradamus dans l'ensemble du royaume. Catherine, veuve éplorée et désormais régente pour ses fils mineurs, s'attacha encore davantage à son astrologue favori. En 1564, la reine-mère entreprit un grand tour de France avec son fils Charles IX, alors âgé de 14 ans. Ce voyage de pacification, destiné à montrer le jeune roi à ses sujets après les premiers troubles des guerres de religion, dura près de 2 années et traversa l'ensemble du royaume. Lorsque le cortège royal atteignit la Provence en octobre 1564, Catherine fit un 2 tours par Salon de Provence pour rendre visite à Nostradamus dans sa propre demeure. Ce geste extraordinaire, un souverain se déplaçant chez un simple particulier, témoignait de l'estime exceptionnelle dans laquelle la reine tenait le prophète. La visite fut brève, mais intense. Nostradamus, alors âgé de 61 ans et souffrant cruellement de la goutte, reçut le roi et sa mère dans son cabinet de travail, au sommet de sa maison. Charles IX, adolescent impressionnable, fut frappé par l'atmosphère mystérieuse qui régnait dans cette pièce, encombrée d'instruments astronomiques, de grimoires et de fioles contenant des préparations alchimiques. Catherine interrogea longuement le prophète sur l'avenir de la dynastie, sur les dangers qui menaçaient ses enfants, sur les moyens de conjurer les catastrophes annoncées. Les réponses de Nostradamus ne nous sont pas parvenues directement, mais les témoignages de l'époque suggèrent qu'il prédit des temps difficiles pour la couronne de France. À l'issue de cette rencontre, Charles IX nomma Nostradamus médecin et conseiller ordinaire du roi, titre honorifique qui s'accompagnait d'une pension et de privilèges fiscaux. Cette consécration officielle plaçait le prophète provençal au sommet de sa gloire. Il n'en profita guère. Moins de 2 ans plus tard, dans la nuit du 1er au 2 juillet 1566, Nostradamus mourut dans sa maison de Salon, emporté par un œdème cardio-pulmonaire consécutif à l'aggravation de sa goutte. Selon la légende, il aurait prédit le jour exact de sa mort et aurait dit à son secrétaire Chavigny, la veille au soir, « Vous ne me verrez pas vivant au lever du soleil ». Les circonstances de sa mort alimentèrent immédiatement les spéculations. Un quatrain de la 6e centurie semblait décrire par avance la scène, de retour d'ambassade, dont du roi mis au lieu, plus n'en fera, sera allé à Dieu, parents plus proches, amis, frères du sang, trouvé tout mort près du lit et du banc. Les interprètes y virent une allusion au titre reçu de Charles IX, au voyage de retour après la visite royale et à la découverte du corps par ses proches au matin. Cette interprétation reste contestée, mais elle illustre la manière dont chaque élément de la vie et de la mort de Nostradamus fut intégré dans la légende prophétique qui l'entourait. La tombe du prophète, située initialement dans l'église des Cordeliers de Salon de Provence, connut des vicissitudes révélatrices. Durant la Révolution française, en 1793, des sans-culottes profanèrent le sépulcre et dispersèrent les ossements. Une légende affirme qu'ils trouvèrent autour du cou du squelette une plaque portant la date exacte de cette profanation, preuve ultime que Nostradamus avait prévu jusqu'aux circonstances de la violation de sa sépulture. Cette histoire, probablement apocryphe, fut rapportée dès le XVIIe siècle par Samuel Pepys dans son célèbre journal, bien avant que la Révolution ne se produise, ce qui en fait soit une coïncidence extraordinaire, soit une prophétie autoréalisatrice, soit une fabrication postérieure. Ce qui reste des reliques fut transféré à la collégiale Saint-Laurent de Salon, où elles reposent encore aujourd'hui. La maison natale de Saint-Remy de Provence
et la demeure de Salon sont devenus des lieux de pèlerinage pour les admirateurs du prophète. Des milliers de visiteurs s'y rendent chaque année, espérant peut-être capter quelque chose de l'aura mystérieuse qui entoure encore ces lieux plusieurs siècles après la mort de leur illustre occupant. L'héritage intellectuel de Nostradamus dépassa rapidement les frontières de la France. Ces centuries furent traduites en latin, en italien, en anglais, en allemand, diffusant à travers l'Europe entière ces visions apocalyptiques qui semblaient concerner l'humanité tout entière, mais qui accordaient à la France un rôle central et tragique dans le déroulement de l'histoire universelle. Parmi les prophéties les plus troublantes de Nostradamus figurent celles qui semblent concerner des événements encore à venir. Si l'on admet que certains quatrains ont effectivement prédit la mort d'Henri II, la Révolution française, l'ascension de Napoléon ou les guerres mondiales du XXe siècle, alors il devient difficile d'ignorer ceux qui décrivent des catastrophes dont nous n'avons pas encore été témoins. Ces quatrains non accomplis forment un corpus particulièrement angoissant pour quiconque prend au sérieux les capacités prophétiques du mage de Salon. Ils évoquent des guerres d'une violence inouïe, des destructions massives, des bouleversements climatiques et politiques qui transformeraient radicalement le visage de la France et du monde. L'un des thèmes récurrents dans ces prophéties futures concerne l'émergence d'un personnage que Nostradamus désigne parfois comme le grand monarque et parfois comme l'Antéchrist. Ces deux figures, diamétralement opposées dans leur nature, apparaissent à différents moments des centuries, comme si le prophète avait entrevu deux trajectoires possibles pour l'humanité. Le grand monarque serait un souverain français qui restaurerait la grandeur du royaume après une période de chaos terrible. Il rassemblerait les peuples chrétiens, repousserait les envahisseurs venus d'Orient et inaugurerait une ère de paix et de prospérité. L'Antéchrist, au contraire, serait un tyran sanguinaire qui plongerait le monde dans une guerre totale avant d'être finalement vaincu par les forces du bien. Plusieurs quatrains décrivent ce que les exégètes interprètent comme une grande invasion de l'Europe par des forces venues du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord. Ces textes mentionnent des armées innombrables traversant la Méditerranée, des villes côtières mises à sac, des populations déplacées par millions. L'un d'eux évoque le port d'Agde, sur la côte languedocienne, où 3 petits navires de guerre entreraient, apportant l'infection et la pestilence. 1 million de soldats passeraient ensuite le pont, c'est-à-dire franchiraient la mer pour envahir le territoire français. Les défenses seraient rompues à la moindre résistance, suggérant soit une supériorité militaire écrasante des envahisseurs, soit une faiblesse inexplicable des défenseurs. D'autres quatrains semblent décrire une guerre civile déchirant la France avant ou pendant cette invasion étrangère. Le pays serait divisé en factions irréconciliables, des frères s'entretueraient, des villes entières seraient livrées aux flammes par leurs propres habitants. Cette guerre intestine affaiblirait tellement la nation qu'elle deviendrait une proie facile pour les puissances étrangères guettant l'occasion de s'emparer de ses richesses. Le roi ou le chef d'État abandonnerait son poste parce qu'il aurait failli à protéger son peuple. Peu de personnes échapperaient au massacre généralisé et un seul témoin survivrait pour raconter l'horreur de ce qu'il aurait vu. La dimension religieuse de ces prophéties ne peut être ignorée. Nostradamus vivait à une époque où les guerres de religion commençaient à déchirer la chrétienté. Il avait été témoin des premières persécutions contre les protestants et pressentait que ces conflits allaient s'aggraver. Mais ces quatrains
vont bien au-delà des affrontements entre catholiques et huguenots. Ils évoquent un choc de civilisation entre le monde chrétien et ce qu'il appelle la loi morisque ou mahométane. Certains vers mentionnent le signe du croissant de lune opposé au symbole chrétien, des mosquées remplaçant des églises, des populations converties de force ou exterminées. Ces visions, écrites au XVIe siècle, résonnent étrangement avec les tensions géopolitiques contemporaines. Le Vatican lui-même n'est pas épargné par ces prophéties sombres. Plusieurs quatrains annoncent la fuite du pape hors de Rome, son refuge dans une ville située au bord du Rhône, possiblement Lyon ou Avignon. L'Italie serait envahie et pillée, les États pontificaux détruits, le chef de l'Église catholique contraint à l'exil. Un quatrain particulièrement frappant prédit que le dernier pape porterait le nom de Pierre, bouclant ainsi le cycle inauguré par l'apôtre fondateur de l'Église romaine. Cette prophétie rejoint d'ailleurs des traditions catholiques anciennes, notamment celle attribuée à saint Malachie, qui dressait la liste des papes jusqu'à la fin des temps. Les catastrophes naturelles occupent également une place importante dans ces visions d'avenir. Nostradamus évoque des tremblements de terre dévastateurs, des éruptions volcaniques obscurcissant le ciel, des inondations submergeant des régions entières. Le réchauffement du climat que nous observons aujourd'hui pourrait correspondre à certaines descriptions de terres devenues sèches, de récoltes détruites, de famines généralisées. Un quatrain mentionne des feux si grands qu'ils feraient trembler la terre, ce que certains interprètent comme des incendies de forêt d'une ampleur sans précédent ou comme des explosions nucléaires. Un autre parle de la mer qui monterait jusqu'à engloutir des cités côtières, vision compatible avec les projections scientifiques actuelles sur l'élévation du niveau des océans. La chronologie de ces événements reste volontairement obscure. Nostradamus affirmait dans sa préface que ces prophéties s'étendraient jusqu'à l'an 3797, date extraordinairement lointaine, qui correspondrait selon certains calculs à la fin d'un grand cycle cosmique. Cette datation n'est pas arbitraire. Elle dérive probablement des travaux de Richard Roussat, qui dans son livre de l'estat et mutation des temps publié en 1549, avait calculé que l'année 2242 marquerait une rupture majeure dans l'histoire humaine. En ajoutant cette date à 1555, année de publication des premières centuries, on obtient 3797. Certains Nostradamiens ont tenté d'établir une chronologie plus précise en analysant les rares indications temporelles dispersées dans les quatrains. Ils ont identifié des périodes critiques au cours desquelles les prophéties de destruction seraient susceptibles de s'accomplir. Le début du XXIe siècle figurerait parmi ces périodes dangereuses, ce qui expliquerait le regain d'intérêt pour les centuries observées depuis les années 2000. Les attentats terroristes, les crises économiques, les pandémies, les tensions internationales croissantes semblent confirmer que nous sommes entrés dans une ère d'instabilité correspondant aux descriptions nostradamiennes. Mais la prudence s'impose face à ces interprétations. L'histoire a montré que chaque génération avait tendance à reconnaître dans les quatrains les signes avant-coureurs de sa propre apocalypse. Les contemporains de Nostradamus y voyaient l'annonce des guerres de religion. Les révolutionnaires de 1789 y lisaient la justification de leur bouleversement. Les Européens des années 30 y découvraient la préfiguration de la Seconde Guerre mondiale. Et nous y cherchons aujourd'hui les clés de nos propres angoisses.
Cette projection constante témoigne peut-être moins des capacités prophétiques de Nostradamus que de la nature universelle de ses visions, suffisamment vagues pour s'appliquer à toutes les époques troublées. La postérité de Nostradamus constitue un phénomène culturel sans équivalent dans l'histoire occidentale. Aucun autre prophète, aucun autre voyant n'a suscité autant de commentaires, d'interprétations, de controverses et de passions pendant près de 5 siècles. Les bibliographies spécialisées recensent plus de 10 000 ouvrages consacrés aux centuries, publiés dans toutes les langues européennes et au-delà. Cette production considérable témoigne d'une fascination qui transcende les époques, les cultures et les niveaux d'éducation. Des paysans illettrés du XVIe siècle aux universitaires du XXIe siècle, des rois aux révolutionnaires, des croyants aux sceptiques, tous ont ressenti le besoin de se confronter à ces textes énigmatiques. Le premier commentateur systématique des centuries fut Jean-Aimé de Chavigny, secrétaire personnel de Nostradamus durant les dernières années de sa vie. Chavigny avait assisté le maître dans la rédaction de ses almanachs et pronostications, et il avait recueilli de sa bouche des explications sur le sens de certains quatrains. Après la mort du prophète, en 1566, Chavigny consacra le reste de son existence à rassembler, organiser et interpréter l'héritage nostradamien. Son ouvrage principal, La première face du Janus François, publié en 1594, appliquait les quatrains aux événements survenus entre 1533 et 1589, démontrant selon lui leur accomplissement précis. Le travail de Chavigny établit un modèle que suivraient tous les commentateurs ultérieurs. Il consistait à sélectionner des quatrains, à les rapprocher d'événements historiques connus et à montrer la correspondance entre les termes employés par Nostradamus et les circonstances réelles. Cette méthode, séduisante en apparence, souffrait d'un défaut fondamental que les critiques ne manquèrent pas de souligner. Elle fonctionnait exclusivement de manière rétrospective. Chavigny interprétait des quatrains à la lumière d'événements déjà survenus, ce qui lui permettait de sélectionner les correspondances favorables et d'ignorer les contradictions. Jamais il ne proposa d'interprétation prédictive qui aurait pu être vérifiée par les faits ultérieurs. Chaque période troublée de l'histoire française vit refleurir les études nostradamiennes. Durant les guerres de religion de la fin du XVIe siècle, les partisans des différents camps cherchèrent dans les centuries la justification de leurs causes respectives. Les catholiques y trouvaient l'annonce de la victoire finale sur l'hérésie protestante. Les huguenots y lisaient la prédiction de la chute de Rome et du triomphe de la vraie foi. Henri IV lui-même, avant sa conversion au catholicisme, aurait consulté les quatrains pour y chercher des indications sur son avenir. La phrase attribuée au Béarnais « Paris vaut bien une messe » résonne curieusement avec certains vers nostradamiens évoquant un roi changeant de religion pour conquérir sa capitale. La Révolution française provoqua une explosion d'intérêt pour les prophéties. Dès 1789, des brochures circulèrent qui prétendaient que Nostradamus avait prévu la chute de la monarchie, la prise de la Bastille, la fuite du roi et son arrestation à Varennes. L'almanach royaliste de 1792 utilisait les quatrains pour annoncer la contre-révolution imminente et le rétablissement de l'ordre ancien. Les révolutionnaires répliquaient avec leurs propres interprétations, faisant de Nostradamus un prophète du peuple qui avait prévu la fin de la tyrannie. Cette bataille herméneutique illustrait parfaitement la plasticité des centuries
capable de servir les causes les plus contradictoires. L'époque napoléonienne engendra sa propre littérature nostradamienne. En 1806 parut un ouvrage intitulé « Napoléon, premier empereur des Français », prédit par Nostradamus, qui s'efforçait de démontrer que l'ascension fulgurante du général corse avait été annoncée 3 siècles plus tôt. Les défaites ultérieures de l'Empire furent également découvertes rétrospectivement dans les quatrains. La campagne de Russie, Waterloo, l'exil à Sainte-Hélène. Tout semblait avoir été prévu par le mage de Salon. Ces interprétations opportunistes discréditèrent partiellement les études nostradamiennes aux yeux des esprits sérieux qui y virent une forme de charlatanisme intellectuel exploitant la crédulité populaire. Le XIXe siècle positiviste relégua Nostradamus au rang des superstitions médiévales. Les historiens universitaires, formés aux méthodes critiques de l'école allemande, refusaient de prendre au sérieux un astrologue du XVIe siècle dont les textes obscurs se prêtaient à toutes les manipulations. Cette attitude de mépris académique persista pendant plus d'un siècle et explique pourquoi les études nostradamiennes restèrent longtemps l'apanage des amateurs et des occultistes plutôt que des chercheurs patentés. Les rares universitaires qui s'aventurèrent sur ce terrain furent regardés avec suspicion par leurs pairs. La Première Guerre mondiale, puis la Seconde, relancèrent l'intérêt populaire pour les prophéties. En période de cataclysme, les hommes cherchent désespérément des signes, des explications, des raisons d'espérer ou de craindre. Les Centuries offraient tout cela. Des éditeurs peu scrupuleux publièrent des versions tronquées ou falsifiées des quatrains, adaptées aux circonstances du moment. Le régime nazi lui-même utilisa Nostradamus à des fins de propagande, faisant circuler de fausses prophéties annonçant la victoire allemande. Les services de renseignement britanniques ripostèrent en diffusant leur propre contrefaçon nostradamienne, prédisant la défaite du Reich. Cette guerre psychologique autour des Centuries témoignait paradoxalement de leur pouvoir sur les esprits. Après 1945, les études nostradamiennes se scindèrent en 2 courants distincts. Le premier, populaire et sensationnaliste, continuait de produire des ouvrages à grand tirage annonçant l'imminence de la Troisième Guerre mondiale, l'avènement de l'Antéchrist ou la fin du monde. Ces publications, souvent médiocres sur le plan intellectuel, entretenaient la flamme de la fascination collective tout en discréditant le sujet aux yeux des universitaires. Le second courant, plus rigoureux, entreprit pour la première fois une étude philologique et historique sérieuse des Centuries. Des chercheurs, comme Pierre Brindamour au Canada ou Michel Chomarat en France, s'efforcèrent d'établir des éditions critiques fiables, d'identifier les sources de Nostradamus et de replacer son œuvre dans le contexte intellectuel de la Renaissance. Ces travaux académiques n'ont pas tranché définitivement la question de la valeur prophétique des Centuries. Ils ont démontré que Nostradamus puisait abondamment dans des textes antérieurs, qu'il commettait des erreurs techniques dans ses calculs astrologiques et que son langage obscur permettait des interprétations multiples. Mais ils n'ont pas expliqué les coïncidences troublantes qui continuent de frapper les lecteurs attentifs. Comment un homme du XVIe siècle pouvait-il mentionner Varenne dans un contexte évoquant la fuite d'un roi? Comment pouvait-il décrire avec précision les circonstances de la mort d'Henri II, 4 ans avant qu'elle ne survienne? Ces questions restent ouvertes, et c'est peut-être cette irréductible part de mystère qui garantit la pérennité de la fascination nostradamienne. La question qui se pose à tout esprit rationnel confronté aux Centuries
est celle de la nature véritable du phénomène prophétique. Nostradamus voyait-il réellement l'avenir, ou ces quatrains ne sont-ils que des constructions littéraires suffisamment ambiguës pour s'appliquer rétrospectivement à n'importe quel événement? Cette interrogation dépasse le cas particulier du mage de Salon pour toucher au fondement même de notre conception du temps, de la causalité et des limites de la connaissance humaine. Les philosophes, les physiciens et les psychologues ont proposé des réponses diverses à cette énigme millénaire, sans parvenir à un consensus qui satisfasse pleinement les exigences de la raison et les intuitions de l'expérience. Les sceptiques disposent d'arguments solides. Ils soulignent d'abord le caractère fondamentalement ambigu du langage nostradamien. Les quatrains sont rédigés dans un mélange de langues anciennes et modernes, truffés de métaphores, d'anagrammes et d'allusions obscures. Cette obscurité volontaire permet à chaque lecteur d'y projeter ses propres préoccupations et d'y découvrir ce qu'il cherche. Un texte suffisamment vague peut s'appliquer à une infinité de situations, ce qui explique pourquoi les centuries semblent toujours pertinentes, quelle que soit l'époque. Ce n'est pas le texte qui prédit l'événement, c'est l'interprète qui fait correspondre l'événement au texte après coup. Le biais de confirmation constitue le mécanisme psychologique central de cette illusion prophétique. Les êtres humains ont une tendance naturelle à remarquer et à retenir les informations qui confirment leurs croyances préexistantes, tout en ignorant ou en minimisant celles qui les contredisent. Un admirateur de Nostradamus retiendra les quelques quatrains qui semblent correspondre à des événements historiques et oubliera les centaines d'autres qui ne correspondent à rien de précis. Cette sélection inconsciente crée l'impression d'une précision prophétique qui n'existe pas dans le corpus pris dans son ensemble. Sur 942 quatrains, il serait statistiquement étonnant qu'aucun ne puisse être rapproché d'un événement quelconque survenu au cours des 5 derniers siècles. L'effet Barnum, bien connu des psychologues, renforce cette illusion. Ce phénomène, nommé d'après le célèbre showman américain, désigne la tendance des individus à accepter comme personnellement significatives des descriptions vagues et générales qui pourraient s'appliquer à n'importe qui. Les horoscopes des journaux exploitent systématiquement cet effet en formulant des prédictions suffisamment floues pour que chaque lecteur puisse s'y reconnaître. Les quatrains de Nostradamus fonctionnent de manière similaire à l'échelle collective. Ils parlent de guerre, de mort de rois, de catastrophes naturelles, d'invasions étrangères, thèmes universels qui se retrouvent dans l'histoire de toutes les nations et de toutes les époques. Les défenseurs de Nostradamus répliquent que ces arguments généraux ne rendent pas compte de cas spécifiques où la précision des quatrains défie l'explication probabiliste. Le nom de Varenne, apparaissant dans un contexte décrivant l'arrestation nocturne d'un roi, ne peut être attribué au hasard. La description de la mort d'Henri II, avec ses détails sur le tournoi, le héaume doré et l'œil crevé, dépasse ce que le simple calcul des probabilités permettrait d'attendre. Ces coïncidences extraordinaires, même si elles sont rares dans l'ensemble du corpus, suggèrent selon eux qu'un phénomène inexpliqué était à l'œuvre dans l'esprit du prophète provençal. Certains chercheurs ont tenté de concilier ces positions antagonistes en proposant des hypothèses intermédiaires. L'une d'elles suggère que Nostradamus possédait une capacité exceptionnelle d'analyse politique et sociale qui lui permettait d'anticiper certaines évolutions avec une perspicacité remarquable. Les tensions religieuses de son époque annonçaient clairement des guerres civiles à venir.
la fragilité des dynasties royales rendait probable la mort violente de souverains. L'instabilité géopolitique de l'Europe laissait présager des invasions et des bouleversements territoriaux. Un observateur, particulièrement lucide, pouvait extrapoler ces tendances et formuler des prédictions qui se réaliseraient statistiquement dans certains cas. Cette hypothèse rationaliste a cependant ses limites. Elle explique mal les prédictions à très long terme, qui semblent concerner des époques situées bien au-delà de ce qu'une simple extrapolation politique pouvait atteindre. Comment un homme du XVIe siècle aurait-il pu anticiper la Révolution française, l'Empire napoléonien ou les guerres mondiales du XXe siècle par la seule analyse des tendances de son temps? Les structures politiques, les technologies militaires, les configurations géopolitiques avaient tellement changé entre 1555 et ces événements ultérieurs qu'aucune projection rationnelle ne pouvait les prévoir. Si certains quatrains concernent effectivement ces périodes lointaines, une autre explication doit être recherchée. Les traditions ésotériques proposent des modèles alternatifs de compréhension du temps qui permettraient théoriquement la prophétie authentique. Selon ces conceptions, le temps linéaire que nous percevons ordinairement ne serait qu'une illusion, une construction de notre conscience limitée. La réalité profonde serait intemporelle, tous les événements passés, présents et futurs, coexistant dans un éternel présent, auquel certains esprits particulièrement développés pourraient accéder. Les mystiques de toutes les traditions rapportent des expériences de sortie du temps ordinaire, des visions où l'avenir apparaît avec la même clarté que le passé. Nostradamus, par ses pratiques méditatives et divinatoires, aurait atteint cet état de conscience élargi qui lui permettait de percevoir des fragments du futur. La physique moderne, paradoxalement, n'exclut pas totalement de telles possibilités. La théorie de la relativité a démontré que le temps n'est pas absolu, mais relatif à l'observateur. La mécanique quantique a révélé des phénomènes d'intrication où des particules distantes semblent communiquer instantanément, défiant les conceptions classiques de la causalité. Certains physiciens, théoriciens, ont spéculé sur l'existence de dimensions temporelles supplémentaires ou de structures cosmiques où le futur influencerait le passé autant que le passé détermine le futur. Ces hypothèses restent hautement spéculatives et ne constituent en aucun cas une validation scientifique de la prophétie, mais elles montrent que notre compréhension du temps est loin d'être définitive. Ce qui demeure certain, c'est que le phénomène Nostradamus ne peut être réduit ni à une supercherie pure et simple, ni à une démonstration irréfutable de capacités surnaturelles. La vérité se situe probablement dans un entre-deux complexe où se mêle l'intelligence analytique d'un homme de la Renaissance, des pratiques divinatoires dont nous ne comprenons pas entièrement les mécanismes, une tradition prophétique héritée de l'Antiquité, et la propension humaine universelle à chercher des signes dans l'obscurité de l'avenir. Les centuries sont un miroir dans lequel chaque époque contemple ses propres angoisses et ses propres espérances, et c'est peut-être cette fonction psychologique qui explique leur extraordinaire longévité. Au terme de ce voyage à travers les centuries de Nostradamus, une question demeure suspendue comme une épée au-dessus de nos têtes. Que nous réserve véritablement l'avenir de la France selon ces quatrains rédigés il y a près de 5 siècles, les prophéties accomplies, si l'on accepte qu'elles le furent réellement, ne concernent que le passé. Elles ne nous sont d'aucune utilité pratique, sinon pour établir la crédibilité du prophète. Ce sont les quatrains
non encore accomplis, qui devraient retenir notre attention, ceux qui décrivent des événements que nous n'avons pas encore vécus, mais que nos enfants ou nos petits-enfants connaîtront peut-être. Les exégètes contemporains, qui se sont penchés sur ces prophéties futures, dressent un tableau contrasté. Certains quatrains semblent annoncer des catastrophes d'une ampleur sans précédent, des destructions qui feraient passer les guerres mondiales du XXe siècle pour des escarmouches. D'autres, moins nombreux mais tout aussi présents dans le corpus, évoquent une renaissance, un renouveau, l'avènement d'une ère de paix et de prospérité après les tribulations. Cette dualité reflète peut-être l'ambivalence fondamentale de toute vision prophétique, qui oscille entre l'avertissement terrible destiné à provoquer un sursaut salvateur et la promesse consolatrice d'un avenir meilleur pour ceux qui auront survécu aux épreuves. La figure du grand monarque, récurrente dans plusieurs quatrains, incarne cet espoir d'un redressement français après la catastrophe. Ce roi providentiel, issu selon certaines interprétations de l'ancienne lignée capétienne ou mérovingienne, surgirait au moment où tout semblerait perdu. Il rassemblerait les Français divisés, repousserait les envahisseurs, restaurerait l'ordre et la justice, et inaugurerait un règne glorieux qui rappellerait les plus grandes heures de la monarchie française. Cette prophétie monarchiste a nourri les espérances des légitimistes et des traditionalistes depuis la Révolution française. Elle continue d'alimenter certains courants politiques et spirituels qui attendent un sauveur providentiel pour sortir la France de ce qu'ils perçoivent comme sa décadence actuelle. Mais avant ce redressement hypothétique, les Centuries annoncent des épreuves terribles. La destruction de Paris, évoquée dans plusieurs quatrains avec une insistance sinistre, constitue le point culminant de ces visions apocalyptiques. La grande cité vidée de ses habitants, ses monuments profanés, ses rues jonchées de cadavres, ses bâtiments livrés aux flammes. Ce tableau cauchemardesque revient comme un leitmotiv obsédant. Nostradamus semble avoir été particulièrement frappé par cette vision de la capitale française réduite à néant. Qu'il s'agisse d'une guerre nucléaire, d'une invasion étrangère, d'une catastrophe naturelle ou d'une combinaison de ces fléaux, le résultat serait le même, la fin de Paris telle que nous la connaissons. Les provinces françaises ne seraient pas épargnées. Des quatrains mentionnent des villes du sud envahies et pillées, des régions entières dépeuplées, des fleuves charriant des cadavres, des campagnes dévastées par la guerre et la famine. La Provence, natale de Nostradamus, apparaît dans plusieurs de ses visions sombres, comme si le prophète avait voulu avertir ses compatriotes les plus proches des dangers qui les menaçaient. Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes. Toutes ces métropoles régionales sont évoquées dans des contextes de destruction ou de siège. Le territoire français, dans son ensemble, semble destiné à traverser une période de chaos, comparable aux grandes invasions barbares qui avaient mis fin à l'Empire romain. La dimension religieuse de ces prophéties finales mérite une attention particulière. Nostradamus, bien que prudent dans ses formulations pour éviter les foudres de l'Inquisition, laisse transparaître une vision eschatologique où le destin de la France serait intimement lié à celui de la chrétienté tout entière. La France, fille aînée de l'Église selon la tradition catholique, jouerait un rôle déterminant dans les derniers combats entre les forces du bien et celles du mal. Sa chute temporaire précéderait une restauration spirituelle dont les effets se feraient sentir bien au-delà de ses frontières. Le grand monarque français serait ainsi non seulement un souverain national, mais un champion de la foi chrétienne, appelé à régénérer l'Occident
tout entier. Cette interprétation religieuse des Centuries a été contestée par des exégètes qui soulignent l'origine juive de Nostradamus et son possible attachement secret aux traditions kabbalistiques de ses ancêtres. Selon cette lecture alternative, les prophéties ne seraient pas chrétiennes, mais universelles, s'adressant à l'humanité entière plutôt qu'à une confession particulière. Les symboles religieux employés par Nostradamus ne seraient que des codes destinés à masquer un message plus profond, accessible seulement aux initiés capables de déchiffrer les références ésotériques dissimulées dans les quatrains. Cette hypothèse ouvre des perspectives fascinantes, mais difficilement vérifiables. Que l'on croit ou non aux capacités prophétiques de Nostradamus, force est de constater que ces centuries continuent d'exercer une influence considérable sur l'imaginaire collectif français et occidental. Chaque crise majeure, qu'elle soit politique, économique, sanitaire ou militaire, provoque un regain d'intérêt pour ces textes vieux de près de 5 siècles. Les ventes des éditions des Centuries augmentent en période de trouble. Les sites internet consacrés aux prophéties voient leur fréquentation exploser. Les émissions télévisées sur Nostradamus attirent des millions de spectateurs. Ce phénomène témoigne d'un besoin humain fondamental de donner du sens aux catastrophes, de les inscrire dans un récit plus vaste qui les rendrait sinon acceptables, du moins compréhensibles. Les archives de la Bibliothèque nationale de France conservent les éditions originales des Centuries, témoins silencieux d'une époque où la frontière entre science et magie, entre raison et foi, entre médecine et astrologie, n'était pas aussi nettement tracée qu'aujourd'hui. Ces ouvrages jaunis par le temps, aux caractères gothiques difficiles à déchiffrer, recèlent-ils véritablement les clés de notre avenir? Ou ne sont-ils que les vestiges d'une mentalité révolue, curieuse relique d'un âge où les hommes scrutaient le ciel pour y lire leur destinée? La réponse appartient peut-être aux générations futures qui vérifieront ou non les prophéties encore en suspens. Ce qui est certain, c'est que Michel de Nostredame, médecin provençal du XVIe siècle, a réussi un prodige que peu d'auteurs peuvent revendiquer. Il a traversé les siècles, survécu aux révolutions intellectuelles et politiques, résisté aux assauts du rationalisme et du scepticisme, pour demeurer présent dans la conscience collective 500 ans après sa mort. Ces quatrains, qu'ils soient prophéties authentiques ou constructions littéraires habiles, constituent un monument de la culture française, au même titre que les cathédrales gothiques ou les tragédies de Racine. Ils expriment quelque chose de profond sur la condition humaine, sur notre rapport au temps, sur notre désir irrépressible de percer le voile qui nous sépare de l'avenir. La France de Nostradamus est une France éternelle, traversée par des forces qui la dépassent, ballottée entre grandeur et décadence, entre lumière et ténèbres. C'est une France tragique, mais jamais définitivement vaincue, capable de renaître de ses cendres après les pires catastrophes. C'est une France qui occupe une place singulière dans le concert des nations, comme si son destin particulier était lié au destin universel de l'humanité. Cette vision, qu'elle soit prophétique ou mythologique, continue de nourrir l'identité française et de fasciner les observateurs du monde entier. Les Centuries resteront ce qu'elles ont toujours été, un miroir énigmatique dans lequel chaque génération contemple ses propres angoisses et ses propres espérances. Et tant que les hommes s'interrogeront sur leur avenir, tant qu'ils chercheront des signes dans l'obscurité du temps à venir, le nom de Nostradamus continuera de résonner comme celui du plus célèbre
et du plus mystérieux des prophètes que la France ait jamais produit.